Allez, cette question délibérément provocatrice. Tiens, s'il n'y avait jamais de sortie de crise sanitaire? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à Charles tous. Sana, fondateur du site Insolentiae. Pourquoi on pose cette question? C'est pas pour jouer à se faire peur, c'est que c'est vrai que le consensus actuel est basé sur une sortie de crise sanitaire, on va dire quoi, d'ici 18 mois, entre mi-2021 et mi-2022. Mais on sait qu'il y a des variants, notamment brésiliens, et c'est vrai quand on voit que plus de 50% des personnes qui sont en réanimation aujourd'hui au Brésil ont moins de 40 ans, ça pose question et ça peut changer le scénario de ce, on va dire, la donne de ce scénario qui est le scénario central de sortie de crise à horizon 1 an. Oui, fondamentalement David. En réalité, on est dans un schéma analytique qui consiste à aborder cette crise comme toutes les crises, c'est-à-dire que vous avez un déclencheur de crise, vous avez la montée de la crise, vous atteignez le point paroxystique de la crise, puis après ça redescend, puis c'est la sortie de crise, fin de crise terminée, on retourne à nos affaires d'avant. Typiquement, c'est, je dirais, le cycle de crise normale d'un krach boursier. Voilà, vous avez un déclencheur, vous avez un effondrement des marchés, puis à un moment donné, ça se calme, il y a l'intervention des banques centrales, la résolution de la crise, etc. Bref, et puis après, hop, ça repart. Et donc, on est vis-à-vis du Covid exactement dans ce schéma analytique-là. Le problème qui se pose, c'est que ce qui est valable sur une crise boursière n'est pas du tout forcément en termes analytiques sur une crise sanitaire. Ici, on est confronté à un coronavirus. Alors, moi, je ne suis pas du tout virologue, mais de ce que j'ai pu comprendre, l'humanité vit avec un certain nombre de coronavirus vis-à-vis desquels nous avons su nous adapter au fil du temps et au fil des processus darwiniens, et donc aujourd'hui ça fait les rhumes. Mais quand vous avez un nouveau coronavirus qui émerge, ce sont des virus qui mutent énormément, donc vous avez ce qu'on appelle une mutation biologiquement significative tous les 15 jours sur le coronavirus, qui s'est diffusé sur la planète entière. Donc il y a des réservoirs de biotopes, de rencontres d'autres animaux maintenant absolument considérables, puisque c'est toute la planète. Donc globalement, nous risquons de vivre toute notre vie, toute notre future vie, et ce peut-être même pour plusieurs générations, avec des mutations régulières de ce coronavirus. Et donc l'humanité va devoir à nouveau apprendre à vivre avec un Et donc, on nouveau... n'aura pas une crise classique bornée dans le temps. Possiblement, ce n'est pas le scénario central, encore une fois, mais il ne faut pas l'exclure, avec une espèce de crise sans fin. Mais ne cherchez pas à vendre, là, à faire peur, hein, parce qu'il y a la vaccination qui peut, manifestement, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on voit notamment en Israël, régler son compte au Covid. Ça semble le marché aujourd'hui, non? Ça semble marcher. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, justement, puisque vous citez le cas très intéressant d'Israël, qui est très en avance en plein de choses. D'ailleurs, c'est vraiment un pays à suivre en termes analytiques. Benjamin Netanyahou a dit que très probablement, enfin en tout cas, il avait demandé à tous les services israéliens de se préparer au scénario, pour eux, qui était le scénario le plus embêtant, et qui était le scénario où on avait besoin d'une vaccination tous les 6 mois, en raison de l'émergence de Parce que le variants. virus mute, pas perpétuellement, mais si un petit peu, c'est ça. Et donc, il faut toujours, après, revacciner. Il y a un temps de retard pour vacciner à chaque fois, c'est ça? Et c'est le problème auquel nous serons confrontés, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez une mutation significativement, biologiquement significative, où cette mutation entraîne un éventuel échappement immunitaire, c'est-à-dire que le virus ou les anticorps qu'on avait fait préalablement ne fonctionnent pas. Encore une fois, c'est exactement le cas du virus du rhume, puisque tous les ans, vous réattrapez le même rhume, quoi. Bon. Et pourquoi? Parce que vous Oui, avez enfin, c'est moins grave, pardon. Non, mais c'est bénin, c'est totalement bénin. Mais c'est ce mécanisme-là. Vous voulez l'analogie, c'est ce mécanisme-là. Et donc, entre le moment où le nouveau variant est identifié, le moment où on comprend qu'il va échapper aux anticorps actuels ou des vaccins actuels, le moment où on va développer de nouveaux vaccins ARN, le moment où on va les fabriquer, le moment où on va évidemment réussir à l'injecter à la population entière, et bien il va se passer, vous voyez bien, on est sur un cycle de 36 mois globalement. Pourquoi 36 mois? Ah, pour une vaccination mondiale, c'est ça? Bien sûr, pour une vaccination mondiale. Alors oui, évidemment, si vous fabriquez ça juste pour la population française, que vous utilisez toutes les capacités de production mondiale, vous allez pouvoir faire ça de manière beaucoup plus rapide. Mais là, encore une fois, on est dans un défi logistique qu'il ne faut pas du tout nier, dans un défi scientifique, médical, logistique qui est absolument phénoménal. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien réussi. C'est
plutôt extrêmement rapide. Non, mais même si on se fait vacciner tous les... raté. Charles, si on se fait vacciner tous les 12, 18 mois, en quoi c'est un drame? En quoi est-ce que... Non? Ah, mais moi, économiquement parlant, je veux dire... Je suis pas en train de vous dire c'est un drame ou c'est pas un drame. Je suis en train de vous dire simplement que dans un tel contexte, il faut essayer de voir les implications économiques d'une telle situation. C'est-à-dire que potentiellement, les périodes de confinement que nous connaissons, à chaque nouveau variant qui serait grave ou qui entraînerait un taux de mortalité relativement important ou une saturation rapide de nos services d'urgence... On irait vers des confinements réguliers, je vois bien. On irait vers des confinements réguliers avec une incapacité complète à prévoir quand est-ce qu'ils vont se produire. Certaines années, vous pouvez avoir 4 confinements, puis rien pendant 3 ans, par exemple. Et dans ce scénario-là, encore une fois, qui n'est pas le plus plausible, enfin le plus probable, mais qui reste plausible, ça veut dire que l'économie, elle est chamboulée? L'économie, elle est fondamentalement chamboulée. C'est-à-dire que vous avez, je prends qu'un exemple, donc je vous disais aujourd'hui, contrairement aux épidémies SARS-CoV-1 2002-2004 ou MERS-CoV de 2012 au Moyen-Orient, ce sont des épidémies où l'émergence des coronavirus qui sont sortis à cette époque-là ont été complètement... on a réussi, si vous voulez, à empêcher l'émergence et à tuer le virus. Voilà. Oui. Peut-être qu'on va réussir là aussi. Hein. Le virus s'est complètement échappé et vous l'avez dans le monde entier. Donc, comme vous l'avez dans le monde entier, il va se poser un évident problème sur... évidemment, les voyages, les transhumances, le tourisme de masse, les déplacements de masse. Et ça, de toute façon, c'est un chamboulement qui est déjà actuel. On le voit aujourd'hui, le secteur aérien, touristique, etc. Tout ça, c'est complètement ravagé. Si jamais vous allez vers un scénario d'échappement immunitaire et avec des variants réguliers et donc des nécessités de confinement plus ou moins régulières, bien que complètement aléatoires, donc imprévisibles, vous n'aurez plus jamais un marché du tourisme comme avant. Et quand on vous dit ça ne sera plus jamais comme avant, on ne pourra plus jamais se déplacer comme avant parce que compte tenu du coût fondamental et en termes sanitaires et en termes économiques des confinements, vous imaginez bien que écoutez, vous allez plutôt voyager en regardant Google Earth qu'en voyageant pour de vrai, quoi. Et si vous voyagez pour de vrai, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de notions de quarantaine, de quatorzaine, de tests en entrée, de tests en sortie, etc. Et donc ça rendra les voyages beaucoup plus lourds et certainement beaucoup moins massifs. Donc c'est par exemple une remise en cause d'un pan entier de la mondialisation. Le tourisme, oui, le transport aérien, évidemment. Absolument. Enfin, tout ce qui est pénalisé déjà aujourd'hui. Hein. Absolument, tout ce qui est très pénalisé aujourd'hui, mais dont on estime qu'on va sortir de crise et donc on va reprendre notre vie comme avant. Bon, pour le moment, on ne sort pas trop d'Airbus de nos usines, mais bon, finalement, dans 18 mois, alors je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un an, on disait déjà 18 mois, qu'un an plus tard, 12 mois plus tard, on dit encore 18 mois, et qu'il se peut que l'année prochaine, on rediscute exactement au même moment, et qu'on dise encore dans 18 mois, et donc on notera ce glissement sémantique et ce glissement temporel. Donc oui, c'est fermé aujourd'hui, mais on estime que ça va réouvrir demain. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut envisager, en termes analytiques, la possibilité que ça ne puisse jamais véritablement réouvrir comme c'était avant. Et donc, ça nécessite un redimensionnement de certains secteurs. C'est pas tout est fermé, c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas immédiat, c'est pas bon. Tout ça, il y a beaucoup d'inertie, il y a beaucoup de mutations, et donc c'est un redimensionnement de certaines activités humaines, ouais. et donc de certains secteurs. Mais ça va plus loin que ça. Là, je vous prends l'aérien et le tourisme parce que c'est l'exemple peut-être le plus évident. Mais vous avez un autre chamboulement évident qui est, par exemple, le marché de l'immobilier. Si les gens sont régulièrement confinés, je peux vous assurer que le grand luxe, ça va évidemment devenir l'espace. Et donc, s'enfermer dans de petits appartements citadins très chers, je peux vous assurer qu'il y aura un immense changement d'usage. Surtout si le télétravail est largement répandu. Surtout si le télétravail est largement répandu. Et donc, ça nous amène à un autre chamboulement qui est évidemment l'accélération des usages du numérique. Je dis bien l'accélération. On a compris maintenant les usages du numérique que l'on pouvait avoir, mais on est dans une phase d'adoption massive, majeure. Et puis enfin, pour encore illustrer ces grands chamboulements, eh bien, c'est l'inflation. À partir du moment où vous avez... Et bizarrement, ça crée de l'inflation. Ah ben c'est ultra
ultra-inflationniste en réalité. Cette situation-là est déjà actuellement potentiellement ultra-inflationniste. Ouais, mais c'est récessionniste aussi, donc les deux qui se marient ensemble. Ben en réalité, c'est très logique, David. Ouais. Vous avez la pandémie, le virus arrive, on confine. Je vous synthétise, hein, mais on confine. À l'annonce de confinement globalement ou à l'annonce de la crise, que font les entreprises? Elles déstockent massivement. Elles veulent avoir le moins de stock possible, le plus d'argent en caisse. C'est un processus tout à fait logique. Je ne sais pas si je pourrais vendre demain, donc j'essaye de tout vendre tout de suite. Je réduis mes capacités de production, je confine, je ferme mes usines. Et lorsque je déconfine, qu'est-ce qui se passe? Et donc, pendant que je confine, d'ailleurs, les États interviennent massivement pour contrer les effets de la fermeture et du confinement, et donc on injecte de l'argent. On paye les entreprises fermées, on assure les salaires, donc on déverse, donc évidemment on n'a pas les moyens de le faire, donc ce sont les banques centrales qui interviennent et qui créent de la monnaie. Et le jour où on déconfine, que se passe-t-il? Vous avez d'un côté, vous avez eu pendant le confinement une énorme augmentation de la masse monétaire, et à l'issue du confinement, vous avez zéro stock. Donc vous avez des gens qui ont de l'argent, qui n'ont pas dépensé. Souvenez-vous tous les débats qu'on a sur l'épargne des Français, on n'a jamais mis autant de côté, etc. Donc il y a une augmentation de l'épargne, il y a une augmentation de la capacité financière des ménages parce qu'ils n'ont pas dépensé mais ils ont été payés. Et de l'autre côté, vous avez des stocks qui sont vides, des usines qui ont été à l'arrêt et des pénuries. Donc vous avez un élastique qui est extrêmement tendu. Donc votre sortie du confinement, vous avez des gens solvables, mais vous n'avez pas assez de produits pour tout le monde. Donc vous êtes hyper inflationniste à ce moment-là. Donc vous avez un ajustement qui se fait par un double phénomène, qui est le phénomène de la pénurie et le phénomène de l'augmentation des prix. Celui qui en veut, eh ben, il paye le prix fort. Et vous avez aujourd'hui des pénuries absolument majeures dans tous les secteurs, matières premières, puces électroniques, etc. Enfin, bon, c'est des choses que vous... Au final Charles, tout ça n'est pas bon pour l'économie, au final, même si on sait que l'homme va s'adapter. Non, c'est pas bon pour l'économie, mais en réalité, le point tout à fait positif qu'on peut... Ouais, essayons de finir sur un point positif, ça serait bien, quoi. C'est que de toute manière, on s'adaptera, et on s'adaptera humainement, on s'adaptera de façon sanitaire. L'humanité a fait preuve d'une immense résilience. On est le processus d'un fruit on est le fruit d'un processus darwinien de toute manière. Donc nous sommes tous des survivants, et nous sommes des survivants d'un processus extrêmement rude qui est celui de la vie. Et donc on s'y adaptera comme à chaque fois. Et notre système économique, qui est le système capitaliste que l'on peut critiquer autant que l'on veut, c'est pas le problème. Il a une immense qualité intrinsèque qui est sa qualité d'adaptation et d'adaptabilité. Donc de toute façon, le système économique s'adaptera sous la contrainte de la pression du coronavirus, des virus, des variants, etc. Simplement, il faut, je pense, en être conscient, essayer de bien visualiser les conséquences et les chamboulements que ça peut occasionner, justement pour les anticiper, s'adapter au mieux en réalité. Voilà, vous savez, c'était ce que disait Churchill, faut pas attendre que le changement vous prenne par le cou, vaut mieux le prendre par la main. Donc, un homme averti en valant deux, c'est toujours la même logique de comprendre ce qu'il se passe. Eh bien, l'adaptation est toujours beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut être extrêmement lucide dans les analyses pour justement pouvoir avoir les bonnes stratégies et donc la bonne adaptation au bon moment. Voilà, de ce scénario qui n'est pas le scénario, encore une fois, central. Quand on écoute les uns et les autres, ce scénario, tout le monde anticipe effectivement cette sortie de crise à horizon 1 an. Merci en tout cas. On en reparlera, David, parce que je crois que ce scénario qui n'est pas central va en réalité devenir central dans les prochains mois. On verra tranquillement. Merci en tout cas. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Merci David. Salut.